Lugano. Une photographie rapide de la situation des principales situations européennes. Bonjour à tous. Donc, l'objectif de ma présentation aujourd'hui est de dresser un panorama rapide du risque de taux dans les banques européennes et de la façon dont elles le gèrent. Alors, les banques européennes, dans l'ensemble, ont plutôt bien vécu la hausse des taux, dans le sens où elles ont échappé aux problèmes qui ont mené à la faillite des 3 banques américaines au premier semestre. Ces problèmes, je le rappelle, avaient démarré suite à la hausse des taux avec des moins-values d'attente très importantes sur les portefeuilles de titres de ces banques. La nouvelle de ces moins-values d'attente a entraîné des problèmes de liquidité en provoquant un mouvement de fuite des dépôts de la clientèle, ce qui a obligé les banques à céder les titres et donc à concrétiser une perte qui n'était encore que latente. Alors, pourquoi la contagion vers les banques européennes ne s'est finalement pas produite? Plusieurs raisons ont été évoquées, entre autres une forte stabilité des dépôts en Europe qu'aux États-Unis. Il est vrai que pendant le quantitative easing, la hausse du volume des dépôts a été beaucoup plus forte dans les banques américaines que dans les banques européennes. Et ces mêmes dépôts aux États-Unis ont refondu de façon tout aussi spectaculaire avec le quantitative tightening. Il y a aussi eu beaucoup moins de moins-value d'attente sur les portefeuilles de titres des banques européennes. Mais je crois que la cause profonde de la faillite des banques américaines reste quand même le fait que leur bilan était géré avec des impasses de taux, c'est-à-dire des décalages de rythme de repricing entre les actifs et les passifs absolument colossal. Ces banques finançaient des gros portefeuilles de titres longs à taux fixe avec des dépôts à vue qui, par définition, sont des ressources courtes, a fortiori lorsqu'il s'agit de dépôts corporate. Donc, ce sont des niveaux d'impasse que les banques européennes ne pourraient pas se permettre, ne serait-ce que de par la réglementation et de leur système de supervision. Donc, je pense que c'est ça qui les a protégés. Alors, est-ce que pour autant les banques européennes sont toutes égales face au risque de taux? Je crois que la réponse est non. Certes, elles sont soumises à une réglementation commune ou très proche, si j'inclus aussi les banques anglaises, qui les contraint à réduire leur sensibilité. Mais les expositions structurelles des banques au risque de taux, c'est-à-dire les impasses qui découlent des différents éléments du bilan avant toute opération de couverture, peut être très différente d'une banque à l'autre. Et l'ampleur et la nature des expositions dépend en fait beaucoup des pays dans lesquels ces banques opèrent, de leur business model et du type de produit qu'elles portent. En fonction de ces expositions, les contraintes et les stratégies de couverture ne seront pas les mêmes. Alors, plus concrètement, je dirais que c'est le type de prêt à l'habitat commercialisé dans un pays, et notamment selon qu'il est à taux variable ou à taux fixe, constitue un des facteurs les plus structurants des impasses de taux d'une banque. Ce sont des prêts très longs. Donc, les positions qu'ils génèrent dans le bilan des banques sont totalement différentes selon qu'on est sur du taux fixe ou du taux variable. Et les impacts sont d'autant plus importants que les prêts à l'habitat représentent généralement une part très conséquente des banques, du bilan des banques européennes, du bilan des banques en Europe.
Donc, si je prends par exemple l'exemple des, si je prends l'exemple des banques espagnoles, les prêts à l'habitat, mais aussi les prêts corporate, sont essentiellement à taux variable. Du côté du passif, elles ont des dépôts non ou faiblement rémunérés, dont le rythme de repricing, tel qu'il est modélisé dans leur gestion ALM, est d'environ 3 ans en moyenne. Ce qui veut dire que les taux se réajustent plus vite sur le passif que sur l'actif. Techniquement, ces banques ont un excédent d'actifs sur les échéances courtes et un excédent de passifs sur les échéances longues. Ce qui est très positif pour leur résultat d'intérêt, pour leur marge d'intérêt en cas de hausse des taux, comme c'est le cas depuis l'année dernière. Par contre, elles sont pénalisées en cas de baisse des taux. Et les banques espagnoles atténuent leur sensibilité au mouvement de taux, en partie en constituant des portefeuilles d'obligations longues à taux fixe, qui leur permettent d'utiliser les passifs, les excédents de passifs sur les échéances longues, c'est-à-dire la partie du dépôt considérée comme stable, et elle couvre les positions résiduelles avec des swaps receveurs de taux fixe, payeurs de taux variables, qui leur permettent de diminuer les excédents d'actifs sur les échéances courtes. Si je passe maintenant aux banques du Royaume-Uni, la structure de base est assez proche de celle des banques espagnoles. Leur actif est peut-être un petit peu plus long parce que le taux des prêts à l'habitat au Royaume-Uni ne sont pas totalement à taux variable. On est plutôt sur du taux resetable qui se réajuste tous les 2 à 5 ans. Quant à leur stratégie de couverture, elle est présentée de façon un petit peu différente de celle des banques espagnoles, même si je pense que sur le fond, ça revient à peu près au même et qu'on reste bien à la fin sur un principe de diminution des impasses. Mais au lieu de réduire les impasses plot par plot, les banques anglaises neutralisent leur position de taux en convertissant tout leur bilan en taux variable. À l'exception d'une partie des dépôts une partie des passifs sans maturité contractuelle qui ressortent dans leur modélisation comme des ressources stables. Et il s'agit essentiellement d'une partie des comptes courants, des comptes sur livret, mais également des fonds propres. Et ces ressources stables sont placées sur un portefeuille à taux fixe qui est réinvesti du même montant tous les ans. Par exemple, les dépôts sont généralement réinvestis par cinquième tous les ans sur des obligations à 5 ans. Donc, la sensibilité moyenne est d'environ 2 ans et demi. De la même façon, les fonds propres sont généralement réinvestis par dixième tous les ans sur des obligations à 10 ans, sur des obligations de 10 ans, donc avec une sensibilité moyenne d'environ 5 ans. Et c'est cette approche systématique que les banques anglaises appellent structural hedging, et c'est une technique en fait qui leur permet de lisser le rendement des ressources stables, en particulier en période de baisse des taux. Ensuite, vous avez les banques qui opèrent dans les pays où les prêts à l'habitat sont à taux fixe, comme en France, comme en Belgique ou en Allemagne. Ces banques disposent, tout comme les banques espagnoles et anglaises, de bases importantes de dépôts non ou faiblement rémunérés. Et il est clair qu'une partie de ces dépôts est stable. Et si on y ajoute les fonds propres, ils constituent des ressources longues qui permettent de couvrir une partie des positions longues générées par les prêts à l'habitat. Mais pas la totalité. Donc, les positions structurelles, les positions de taux structurelles des banques qui ont de gros portefeuilles de prêts à l'habitat à taux fixe sont en fait inversées par rapport à celles des banques espagnoles, puisqu'on se retrouve avec un excédent d'actifs à taux fixe sur les échéances longues et un excédent de passifs sur les échéances plus courtes. Donc,
ce qui signifie que les taux se réajustent plus vite sur le passif que sur les actifs. Ce qui fait que les banques de ces pays sont plus exposées au risque de hausse des taux. Et elles couvrent généralement ce risque avec des swaps payeurs de taux fixe, receveurs de taux variables. Alors, si je me penche maintenant sur le cas particulier des banques françaises, le risque de taux s'étend en fait au-delà de la simple problématique des impasses de taux. On a d'abord le risque lié à l'inflation, parce que la rémunération des produits d'épargne réglementée dépend directement, est liée au taux de l'inflation. Par ailleurs, les banques françaises sont extrêmement sensibles au risque de remboursement anticipé des prêts à l'habitat, parce que la France fait partie des quelques pays où les emprunteurs bénéficient de l'option de rembourser leurs prêts à l'habitat par anticipation pour un coût extrêmement modique. Alors, il s'agit dans les deux cas de risques qui ont eu un impact très significatif sur les marges d'intérêt des banques françaises au cours des dernières années. Dans la période de baisse des taux entre 2016 et 2019, elles ont dû faire face à des vagues massives de remboursement anticipé et de renégociation de prêts immobiliers qui ont compressé leur marge d'intérêt de façon bien plus marquée que dans la plupart des autres pays européens. Ensuite, depuis le début de 2022 jusque récemment, le taux du livret A a augmenté plus vite que les taux du marché à cause de l'inflation. Et comme les produits d'épargne réglementée représentent une partie importante des ressources des banques françaises, le renchérissement du livret A véritablement pesé sur leur marge d'intérêt, alors même que celle des autres banques européennes était en train de rebondir sous l'impulsion de la hausse des taux. Le problème vient aussi du fait que dans les deux cas, le risque est relativement difficile à couvrir. Pour l'inflation, les banques ont la possibilité d'utiliser des bonds ou des swaps d'inflation, mais les volumes disponibles sur les marchés restent encore, je crois, très faibles et ce sont des instruments coûteux. Il en va de même pour la couverture du risque de remboursement anticipé sur les prêts immobiliers. Comme il s'agit de risques non linéaires, il ne peut pas être couvert par des swaps de taux. Il faut des swaptions, des cartes et ce sont souvent des instruments qui coûtent très cher aussi. Alors, je viens de passer les quelques minutes précédentes à expliquer que les expositions de base au risque de taux pouvaient être très disparates entre les différentes banques en fonction de leur business model et surtout en fonction du type de produits commercialisés dans chaque pays. Mais alors, la fonction de la gestion du risque de taux dans une banque est justement d'identifier ces expositions, d'évaluer leur impact, c'est-à-dire la sensibilité aux variations de taux de son résultat et de ses fonds propres engendrés par ces expositions. Elle doit ensuite réduire cette sensibilité en mettant en place des opérations de couverture pour se mettre en conformité avec les limites fixées par le cadre de l'appétit au risque de la banque et également avec la réglementation. Donc, en partant d'expositions brutes très disparates entre les différentes banques européennes, on aboutit logiquement, après couverture, à des sensibilités nettement plus comparables. D'ailleurs, pour l'essentiel des grandes banques européennes, l'indicateur de sensibilité basé sur la valeur économique de l'equity, ou EVE, est inférieur au seuil réglementaire de 15% des fonds propres. Néanmoins, au sein de ce seuil, il existe des disparités entre les différentes banques. Pour certaines,
l'indicateur est plutôt proche des 15%. Pour d'autres, il peut même être inférieur à 5%. Alors, en tant que partie externe aux banques, nous ne sommes pas en mesure, chez Moody's, d'expliquer exactement pourquoi l'indicateur de telle banque se trouve à tel niveau et pourquoi celui d'une autre banque se trouve à un niveau différent. Surtout qu'il s'agit d'un indicateur qui reste très sensible. Donc, je me contenterai, si vous le permettez, pour la suite, juste de donner quelques pistes de réflexion. Alors, d'abord, la gestion du risque de taux repose sur deux principaux types d'indicateurs, mentionnés tout à l'heure par Delphine Hermandon. Un indicateur qui mesure la sensibilité de la valeur économique de la banque aux variations de taux, et c'est celui que je viens d'évoquer, et un autre indicateur qui mesure la sensibilité du résultat d'intérêt. Donc, c'est une exigence réglementaire et on retrouve cette dualité aussi bien au niveau des indicateurs de gestion interne des banques qu'au niveau des indicateurs réglementaires. Le premier indicateur, basé sur la valeur économique, c'est-à-dire la valeur actuelle de tous les actifs et passifs de la banque, est un indicateur long terme qui permet de mesurer les expositions au risque de taux générées par les impasses tout au long de la vie des instruments portés par la banque. À l'inverse, en revanche, l'indicateur basé sur le résultat d'intérêt est un indicateur court terme qui couvre généralement un horizon de 1 à 3 ans. Donc, les deux indicateurs sont complémentaires et permettent notamment d'éviter que certaines banques se focalisent uniquement à la réduction des impasses sur les échéances longues en négligeant les impasses de court terme et vice-versa. Le problème, c'est qu'il existe une incompatibilité à minimiser à la fois la sensibilité de la valeur économique et la sensibilité du résultat. Si on veut réduire la sensibilité du résultat, il suffit de figer la marge. Or, si le résultat est stable, la valeur économique, elle, va baisser dans un contexte de hausse des taux parce que le flux constant va être actualisé avec un taux d'actualisation plus élevé. Je crois qu'on peut faire l'analogie avec les obligations. Si vous achetez une obligation à taux fixe, les revenus sont figés, mais la valeur de l'obligation reste sensible à la variation du taux. À l'inverse, avec une obligation à taux variable, vos revenus restent volatiles, mais vous figez la valeur de l'obligation. Donc, il y a un arbitrage à faire, plutôt un équilibre à trouver entre les deux types de sensibilité, parce que selon que l'on privilégie l'une ou l'autre, il peut y avoir des impacts négatifs sur l'autre indicateur. Alors, il y a un deuxième point que je souhaitais évoquer, c'est la problématique de la modélisation des instruments sans maturité contractuelle. Alors, je rappelle ici que l'exposition de risque au taux d'une banque provient de ses impasses de taux, donc c'est-à-dire du décalage de repricing dans le temps entre les différents éléments du bilan. Pour que la gestion du risque de taux puisse être effectuée de façon pertinente, il faut que ces impasses, c'est-à-dire les séquences de repricing des différents éléments du bilan, soient correctement identifiées. Alors, si le repricing découle directement de clauses contractuelles, il n'y a pas de problème, c'est facile à faire. Par contre, pour les instruments qui n'ont pas de maturité contractuelle, le repricing doit être… les éléments, quand je parle des instruments qui n'ont pas de maturité contractuelle,
je parle essentiellement des dépôts à vue et des comptes courants ou des livrets, le repricing doit être modélisé par la banque. Ce qui en réalité est très complexe parce qu'il ne s'agit pas uniquement de déterminer le profil de découlement des dépôts comme on le ferait pour la gestion de la liquidité. Il faut aussi modéliser la migration des clients d'une catégorie de dépôt à une autre, les changements de rémunération des produits que la banque pourrait être amenée à faire en fonction de la concurrence. Et pour être totalement pertinent, il faut aussi tenir compte du fait que le comportement des clients ne va pas être le même dans tous les scénarios de taux. Aujourd'hui, la durée moyenne des dépôts telle que modélisée par les banques européennes varie, je crois, de 2 ans et demi, 3 ans, et c'est le cas, par exemple, des banques néerlandaises, à 5 ans ou un peu plus. Bon, même si aujourd'hui, le PA contraint un fixe un cap à 5 ans. Et donc, 5 ans en plus, c'était certaines banques françaises juste récemment. Donc, l'équilibre n'est pas totalement négligeable. Est-ce que ça veut dire que certaines banques sont trop optimistes par rapport à d'autres, ou est-ce que ça veut dire que le comportement des clients est réellement différent selon les pays? C'est difficile à dire. Ce qui est sûr, c'est qu'une modélisation courte des dépôts contraint les banques à raccourcir l'ensemble de leur bilan, qui du coup represse très vite. Et dans un contexte de hausse des taux comme aujourd'hui, c'est très positif pour le résultat d'intérêt, d'autant plus que généralement, la hausse des taux se répercute beaucoup plus vite sur l'actif que sur les dépôts, à cause du fameux bêta des dépôts dont on parle aujourd'hui. La troisième réflexion dont je voulais vous faire part, et ce sera la dernière, concerne la couverture du risque de taux et notamment pourquoi les banques gardent parfois des positions sans les couvrir. Alors, il y a plusieurs cas de figure. On peut d'abord citer les anticipations de taux par les banques. Par exemple, une banque qui a des positions receveurs de taux fixes aura tendance à les conserver sans les couvrir si elle anticipe une baisse des taux, à condition qu'elle reste bien dans les limites fixées par le cadre d'appétit au risque et par la réglementation. Le coût des instruments de couverture et leur disponibilité sur les marchés peuvent aussi jouer. Certains instruments sont rares et chers. C'est ce que je disais tout à l'heure au sujet de la couverture du risque lié à l'inflation et aussi du risque lié au remboursement anticipé des prêts immobiliers. Et il y a aussi le cas où les banques ne peuvent pas couvrir parce que les opérations qu'elles cherchent à couvrir n'ont pas été suffisamment bien margées au départ. Et c'est un problème qui concerne typiquement les banques qui feraient de la transformation de taux pour générer du résultat, c'est-à-dire qui prêteraient à long terme à taux fixe en se finançant beaucoup plus court, capter le différentiel entre le taux long et le taux court. Or, la couverture d'un actif long à taux fixe par un swap de taux, a pour effet de figer la marge à la différence entre le taux de l'actif couvert et le taux du swap de même durée. Ce qui implique que l'actif doit avoir été originé avec un taux d'intérêt supérieur à la courbe des taux pour qu'il reste une marge positive après la couverture. Parce que le swap de couverture élimine complètement la marge de transformation. Voilà, donc je termine ma présentation sur cette dernière remarque et merci beaucoup pour votre attention. Merci à vous. Merci pour une présentation très, très réfléchie dans laquelle on retient en tout cas que la gestion, globalement le risque pour les banques européennes
peut-être un peu plus faible que celui des banques américaines, parce que la gestion de la base de taux est probablement un peu plus stricte. Pour autant, c'est quand même un paysage totalement uniforme. Il y a différents critères, de toute façon, d'appréciation de la sensibilité au risque de taux. Je dirais aussi sur la fin que la gestion LM, ça ne correspond pas forcément à l'entièreté des taux. Donc, merci infiniment pour ça. Nicolas, on focalise maintenant sur l'activité immobilière. Oui, donc sur l'impact de cette hausse des taux sur le crédit immobilier en France et les différents enjeux de couverture. Donc dans le prolongement de ce qu'a dit Lasco, je vais revenir un peu sur ces éléments et aussi insister sur les sujets de comptabilité de couverture qui sont un point important que Delphine avait à évoquer également. Et je pense que ça peut être aussi un obstacle, on va le voir, à la couverture de certains risques. Et on va y revenir. Donc, si on revient sur les impacts donc, de la hausse des taux sur le marché du crédit immobilier, sur le marché immobilier également en France, on voit que ce sont des impacts qui sont marqués par une certaine inertie. Il y a un enjeu de transmission de la hausse des taux de marché sur le crédit immobilier. Et avant de regarder cela plus en détail, si on regarde un petit peu l'évolution des taux de crédit immobilier sur 10-15 ans, on voit qu'en 2011, nous étions, si on emploie l'Observatoire Crédit Logement CSA, à des taux autour de 400 points de base. Et donc, c'était un petit peu un plateau. Et ensuite, on a observé une baisse continue des taux pour arriver en 2021 vers des taux de crédit qui étaient autour de 100 BP. Et effectivement, baisse continue qui a été marquée pour les banques françaises et par les clients des banques françaises par l'exercice donc des optionnalités qui sont vendues aux clients du fait de la loi Scribner, qui limite les options de remboursement anticipé. Donc, c'est vraiment une des spécificités qui rend la gestion active-passive très, très, très compliquée en France, qui limite donc les indemnités de remboursement anticipé et ne permet pas aux banques, contrairement à ce qui peut arriver dans d'autres pays, de refacturer finalement l'écart de taux. Donc, renégociations qui ont été traitées et comptabilisées par les banques. Parce que là aussi, il y avait eu un débat là-dessus. Est-ce que finalement, c'est un bâton de marge que je comptabilise immédiatement, tout de suite en résultat, ou est-ce que je l'étale? En fait, ce que la place a considéré, c'est quand il y avait une renégociation, finalement, c'est comme si on avait un nouveau crédit. Donc, ces nouveaux crédits ont été comptabilisés, et ce qui a diminué finalement la marge d'intérêt jusqu'à fin 2021. Et ensuite, sous l'effet de la hausse des taux, on a vu en 2022 une remontée des taux des crédits immobiliers, d'abord lente, très, très lente du fait de pression concurrentielle, mais aussi, on avait vu du taux d'usure, l'argumentation du taux d'usure qui a empêché une répercussion immédiate, même si ça a été corrigé par la suite, et maintenant une remontée plus marquée des taux pour tendre vers 400 points de base, donc revenir finalement un petit peu à un niveau qu'on avait connu en 2011. Donc ça, c'est simplement pour regarder un peu l'évolution des taux. Et parallèlement, si on regarde ce qui se passe au niveau du marché immobilier, là, eh bien, on voit un recul rapide des ventes, que ce soit à l'ancien et le neuf. Donc depuis juillet 2022, finalement, une baisse continue et assez rapide des ventes, d'accord. Mais en revanche, quand on regarde les prix, les prix, c'est un des éléments aussi de stabilité du marché français. Quand on regarde les prix, la baisse des prix reste modérée, puisque les emprunteurs français, grâce au prêt à taux fixe et au risque de taux qui est centralisé
ce qui peut être une bonne chose, hein, sur le risque sur les banques qui le gèrent pour le compte des emprunteurs, eh bien, les prêts à taux fixes, évidemment, protègent le pouvoir d'achat des emprunteurs. Et donc, contrairement à certains marchés où effectivement le taux variable peut générer des défauts plus importants et donc une répercussion, enfin des mouvements de prix on assiste plutôt à une baisse qui reste modérée et donc un certain gel du marché avec finalement des primo-accédants qui sont très pénalisés par cette hausse des taux et aussi par des prix qui baissent pas vraiment et des secondo-accédants qui vont essentiellement reporter leur projet puisqu'ils bénéficient d'un taux bas et donc on est sur quelque chose où c'est sûr que si je veux acheter une pièce en plus, agrandir la maison, je vais devoir me refinancer en perdant le bénéfice de cela. Donc, on arrive sur un marché, mais il y a d'autres facteurs, je ne suis pas spécialiste du marché immobilier, on arrive sur un marché immobilier qui reste assez gelé, avec une baisse des transactions et des enjeux, évidemment, sur le bilan des banques et la gestion active-passif, parce que finalement, on se retrouve avec des encours de prêts qui ont été accordés à des taux très bas ou renégociés à des taux très bas. Donc finalement, ce qu'on peut considérer, c'est qu'entre 2013 et début 2023, les crédits ont été accordés à des taux inférieurs à 300 BP, hein. Ce qui fait que globalement, ce marché aujourd'hui, hein, avec des taux vers 400 balles, on peut considérer que ce sont des durations des actifs hein, dont la duration va vraiment s'allonger, hein, puisque les remboursements anticipés vont vraiment tomber au minimum. Hein, au minimum structurel, ce qu'on appelle hein, les 4D, décès, déménagement, divorce, défaut, hein, sachant que les défauts restent très bas en France grâce à cette disposition très protectrice et à la centralisation du risque de taux sur le bilan des banques. Donc, un des premiers enjeux, c'est effectivement cet allongement de la duration des actifs et d'actifs à des taux voilà, ce qu'on peut considérer une sorte de marché non adressable finalement. Ouais. Pour les nouveaux, on a parlé d'une certaine inertie qu'on avait observée en 2022, en partie liée au taux d'usure, hein, qui avait augmenté de 64 BP, alors que le taux 10 ans sur 2022 a augmenté de 260 points de base. Donc, on avait un petit effet de pincement qui ensuite a été un petit peu corrigé par la réglementation. Et donc, l'enjeu pour la gestion active-passive des banques, c'est donc l'allongement de la duration de ces actifs et également une rotation de l'actif, donc une capacité. On a vu que cette capacité à transmettre la hausse des taux, elle n'était pas immédiate du fait de l'inertie, de la pression concurrentielle et autres, et une ralentir de la rotation, tout simplement parce que le marché, comme je vous le dis, est gelé, donc il y a beaucoup moins de transactions. Et donc, c'est vrai que tendanciellement, la hausse des taux est favorable au modèle de banque de détail d'une banque, mais la capacité à répercuter le choc des taux, effectivement, est un enjeu. Donc, on a vu à court terme un risque à court terme à la hausse des taux, hein, puisque avec un scénario finalement de rupture, une très forte hausse des taux et comme on l'a vu, une indexation des passifs, hein, de l'épargne réglementée immédiate, hein, et une répercussion ou une renégociation des autres passifs plus corporate avec l'exercice d'options de remboursement anticipé. Donc le passif augmente avec sur l'actif finalement une duration des actifs à taux faible qui s'accroît et un ralentissement très fort du marché qui ne permet pas d'assurer une rotation satisfaisante pour rétablir les marges. Enfin, aujourd'hui, on voit cet effet de passement de marge assez marqué dans les résultats.
Mais bon, tendanciellement, la hausse des taux est favorable. Néanmoins, et comme on l'a dit, on a toujours cette optionnalité, c'est-à-dire qu'en octroyant du crédit à 400 points de base, on réactive finalement l'option de remboursement anticipé pour les clients, puisque quelqu'un qui va emprunter aujourd'hui, effectivement, va être quand même très attentif à la baisse des taux et essayer de renégocier. Effectivement, il y a une discipline à avoir sur les options de remboursement, les indemnités de remboursement anticipé à demander, mais elles sont effectivement plafonnées, donc déconnectées de l'impact de marché. Donc, on peut, et je pense que c'est un des enjeux sur lesquels on travaille. Et bon, moi, je m'occupe d'un comptable et prudentiel, mais je suis beaucoup sollicité sur ces sujets et je m'en occupe aussi à l'APIA parce que un des enjeux, je pense, de tous les gestionnaires actifs passifs aujourd'hui, c'est dans la nouvelle production, comment est-ce que je peux couvrir à un taux raisonnable, hein, parce qu'effectivement, les options coûtent cher. Comment est-ce que je peux couvrir ce risque d'optionnalité à la baisse que je régénère finalement en produisant des protections à taux fixe qui reviennent à des taux acceptables. Et donc, c'est un peu un sujet. Il peut y avoir un double effet parce que certaines banques, et on peut le regarder si on regarde les bilans et les écarts de révélation des portefeuilles couverts en taux, hein, certaines banques sont quand même, sont bien couvertes, sont couvertes contre la hausse des taux, donc elles ont des gains latents sur leurs dérivés de macro-couverture. Certaines banques, en regardant leur bilan, ça c'est des informations publiques, vous verrez qu'il y peut y avoir des gains latents assez significatifs dans certaines banques sur des portefeuilles de swap emprunteurs taux fixe, hein, puisque certaines banques s'étaient couvertes ou des swaps inflation, donc c'était aussi bien couvert sur l'inflation. Et donc, évidemment, il y a toujours cette double effet, parce qu'effectivement, si les taux rebaissent brusquement, ce qui n'est pas forcément du tout le scénario, mais il y a évidemment l'activation des options à l'actif du bilan et le fait que ces gains latents sur les dérivés, parce qu'on s'était couvert à la hausse des taux, vont fondre, hein, qui nous donne un carré positif, un différentiel de taux positif pour l'instant pour essayer de rétablir un petit peu les marges. Il paraîtrait, ce mark-to-market positif, cette juste-valeur positive disparaîtrait immédiatement en cas de retournement. Donc, c'est un des grands enjeux, effectivement, de la gestion active-passif aujourd'hui de la banque de détail. C'est bien celui-ci, c'est comment se couvrir à quelle échéance contre une baisse baisse des taux, puisque structurellement, la banque de détail est exposée de toute manière à la baisse des taux, du fait, il faut bien couvrir les frais généraux d'une part, et puis les ressources, là aussi, on a vu que les ressources réglementées, elles étaient florées, hein, les livrets réglementés étaient florés, les DAV sont florés, donc, et globalement, effectivement, il y a bien ce risque structurel à la baisse des taux qui est un enjeu important. Et là-dessus, je terminerai simplement sur effectivement des enjeux. On a parlé du prix des options et des difficultés à faire, mais il y a aussi un enjeu aussi comptable qui a dissuadé certaines banques, compte tenu de difficultés parfois à communiquer sur ces impacts, parce que finalement, on a vendu des options dans le bien de la banque de détail, que ce soit à l'actif ou au passif, et donc il est assez légitime de vouloir racheter des options pour se couvrir. Néanmoins, c'est vrai que la comptabilité de couverture, l'IFRS, sur laquelle on communique et sur lequel on est aussi, qui est le socle pour le calcul de nos exigences prudentielles, ne permet pas finalement de limiter la volatilité liée à la valeur temps de ces options. Donc, on va avoir, même si on a une vision très, très vertueuse de racheter des options liées aux options de RA vendues à l'actif et aux options de renégociation aussi vendues dans les passifs, cette valeur temps, on ne va pas pouvoir aujourd'hui la limiter, d'accord? Donc, c'est pas possible. Donc, c'est vrai qu'il faut pouvoir communiquer en information en disant, écoutez, voilà, on a peut-être un portefeuille d'options, mais on ne fait pas du trading, c'est des options achetées, et ces options, elles sont là
vraiment couvrir de vrais risques liés aux fonctionnalités vendues aux clients. On protège, effectivement, les clients sont bien protégés, mais il faut aussi que le bilan de la banque soit à son tour protégé. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, il y a une réforme de la compta de couverture, qui est le projet Dynamic Risk Management de l'IAS Board, qui a une échéance 2017, mais il est important que la profession aujourd'hui se mobilise parce que l'échéance 2027, pardon. 2027. Il est important que la profession, enfin, ça devrait aboutir en 2027, mais il est important que la profession se mobilise dès aujourd'hui parce que aujourd'hui c'est un modèle qui est très déconnecté, ne serait-ce que des modèles IRRBB et qui ne prend pas du tout en compte, par exemple, ce sujet des optionnalités dans le bilan de la banque de taille, qui est un sujet particulièrement marqué dans le bilan de la banque de taille française, avec cette difficulté qui nous pénalise. Donc, un des enjeux, c'est d'essayer de sensibiliser l'US Board sur cette bonne prise en compte, cette capacité pour nous à prendre en compte les options et à les traduire plus comme des assurances dans lesquelles on étalerait les primes, la valeur pensée du prime étalée, plutôt que de prendre du mark-to-market, en tout cas sur le plan qui est compliqué. Et aujourd'hui, avec le carve-out, on a une disposition d'IS 39, puisque c'est IS 39 toujours qui s'applique pour la macro-couverture, pas IFRS 9, carve-out. Même avec le carve-out, on a vraiment des difficultés à couvrir ces options de RA aujourd'hui, les ordres du temps. Voilà. Donc voilà, je voulais... Merci. On comprend bien l'impact de la hausse des taux sur la duration et la rotation des bilans bancaires. Inversement, un contexte qui pourrait se produire parce que la baisse des taux conduit à d'autres challenges sur l'activité commerciale et puis cette gestion des opportunités laissées à ses opérateurs. Donc, beaucoup de défis dans un sens et dans un autre. Elle a un petit peu de recul sur cette situation et ce qui nous attend. Alors moi, je ne suis pas un spécialiste d'ALM, mais j'ai le privilège d'avoir dirigé 2 banques d'investissement dans ma vie, les gestions d'actifs du Crédit Honnête, BNP Paribas, et en général en période de crise. Alors, je ne sais pas si j'en suis à l'origine, celui qui a eu à les gérer. Donc, j'ai fermé des fonds en 2007, j'ai géré la crise de l'euro puisque je dirigeais la banque d'affaires de BNP Paribas en 2011. Donc, j'aurais une approche moins technique que mes honorés collègues, mais vous dire un peu le sentiment que j'ai aujourd'hui sur ce qui se passe. Alors, d'abord, par rapport à ce qui a été dit, je vais vous donner un point de vue, après totalement discutable, sur la faillite de SVB et la faillite de Crédit Suisse. Alors, sur la faillite de SVB, c'est sûr que c'est un cas d'ALM unique dans l'histoire, mais qui au final est un mismanagement complet d'une banque que le régulateur ne regardait pas, puisque dans le cadre des modifications à la Dodd-Frank approuvées par l'administration Trump, on considérait qu'en dessous de 200 milliards de bilan, il n'y avait aucun risque systémique et qu'en gros, il ne fallait pas regarder. La preuve, de proof is in the pudding, comme disent nos amis anglais, c'est-à-dire qu'à 200 milliards, ça peut foutre envers tout le système parce que ça craint une panique chez les autres. Il faut quand même voir que c'est une banque qui avait doublé ses dépôts en 1 an. Alors, pour tous ceux qui font du retail aujourd'hui, nous, on connaît des croissances du retail de 3%. Doubler ses dépôts en 1 an, comment? En surpayant les dépôts. Et pour les surpayer sans perdre d'argent, on investissait très long. Et par ailleurs, on n'avait pas de chief risk officer, donc on ne gérait pas du tout son ALM. Il faut quand même bien voir, par rapport à ce qui a été dit par ma collègue de l'EBA, qu'il y avait une solution pour ne pas vendre les titres pendant la période trouble de SVB et ne pas cristalliser la perte, qui était de faire du repo ou d'utiliser les Fed windows, les discount windows de la Fed. La banque en question n'était même pas équipée en tuyauterie pour envoyer ses titres d'État à la Fed et obtenir du cash en contrepartie. Donc c'est quand même un cas unique dans l'histoire que le superviseur ne regardait pas, parce qu'il lui avait dit de ne pas regarder, mais quand même le CEO de Silicon Valley Bank était quand même invité au board de la Fed de San Francisco. Donc c'est quand même un truc qui en soi méritera un petit post-mortem par le régulateur américain sur faut pas jouer avec certains objets. Alors le Crédit Suisse. Le Crédit Suisse, pour moi, c'est une grande surprise. Non pas
la résolution en un week-end après la ligne de liquidité accordée par la Banque nationale suisse le mercredi, je vous rappelle, qui pose deux questions. D'abord, la résolution n'est pas du tout ce qui était dans le plan de résolution de Crédit Suisse, qui peut poser la question de l'utilité des plans de résolution, puisque dans une catastrophe, on innove. Et deuxièmement, le sujet de Crédit Suisse était effectivement un sujet de liquidité, puisqu'ils avaient perdu au dernier trimestre 2022 100 milliards de dépôts, et qu'ils empruntaient de plus en plus cher sur le marché relativement court, et que ça a fini par faire fuir les clients. Et pourquoi il y a un problème de liquidité? C'est que tout ce qui était HQLA avait déjà été apporté à la Banque nationale suisse pour se refinancer, et ce qui restait au fond du pot était un truc qui n'était pas mobilisable. La preuve, c'est que dans le cadre de la fusion et en attendant la fusion, la BNS a fait au Crédit Suisse des lignes unsecured, ce que les banques centrales ne font jamais. Donc le problème de liquidité, c'était surtout un problème de contagion, mais surtout un problème de qualité des actifs qui n'était pas mobilisable parce que le Crédit Suisse s'était concentré sur des risques non high grade et du coup avait un problème de financement de son bilan auprès des marchés monétaires, surtout quand les clients étaient partis. Donc, je pense que ces deux exemples qui sont intéressants à être étudiés, heureusement, ils ne sont pas applicables à tout le monde. Il y a quand même des banques normalement gérées avec des ALM qui savent ce qu'ils font et qui n'ont pas rempli leur bilan de toutes les saloperies de la planète. Bon. Alors, après, c'est quoi le problème qu'on peut voir aujourd'hui quand on est dirigeant de banque? D'abord, c'est qu'en fait, depuis 15 ans, on a vécu une situation sur laquelle, d'ailleurs, les banquiers centraux eux-mêmes sont très gênés par rapport à cette situation. C'est pas d'inflation, taux d'intérêt en baisse, liquidité illimitée. On n'avait jamais connu ça. Bon. Et d'un seul coup, donc il y a à peu près 2 ans, les banques centrales du monde entier, y compris la BCE, sifflent l'arrêt de la récréation, si je peux dire. 1, parce qu'il y a de l'inflation. 2, parce qu'il faut donc monter les taux. Et surtout, avec des étapes, on s'aperçoit, les taux en eux-mêmes ne sont pas très élevés, mais la pontification a été très rapide. Et ça, quand vous parlez au-delà des banques aux assureurs, c'est la première critique, entre guillemets, qu'ils font banque centrale, c'est la rapidité de la pente, surtout en Europe. Parce que les États-Unis ont des taux plus élevés, mais sont partis plus tôt. Donc, nous, on a une pente qui est quand même assez dure à grimper. Et par ailleurs, on sait, et c'est certainement un des sujets à regarder pour 24 et au-delà, que les banques centrales et la BCE, entre autres, sont censées réduire le bilan. Quelle cadence, on ne sait pas, mais on sait que c'est le sujet quand même le plus sensible, puisque je vous rappelle que les dernières années, dans le cadre des programmes de quantitative easing, 30% des émissions obligataires high grade étaient souscrites par la BCE. Et que du coup, les taux sur les marchés obligataires devraient à un moment donné refléter le fait que l'acheteur principal des papiers n'est plus là, ne sera plus là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce soit dans les banques, les gestionnaires d'actifs, les assurances, etc., on a heureusement une population importante de quadras qui sont rentrés dans la banque quand ils avaient 25, 27 ans, et eux, ils n'ont connu que ça. C'est-à-dire taux en baisse, liquidité illimitée et pas d'inflation. Ce qui veut dire que les risques de faire des bêtises sont très limités. Quand d'un seul coup, tout s'inverse, vous avez l'inflation, vous avez les taux élevés, vous ne savez pas pour quelle durée, et que par ailleurs, vous avez des contraintes de liquidité sur le marché, c'est une gestion complètement différente. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant 15 ans, les ALM et le business ont vécu leur vie un peu séparés. C'est-à-dire que pour les ALM, ils avaient des dépôts qui rentraient pas cher. Il n'y avait pas de concurrence des autres produits de placement parce que tout le monde était à zéro, les SICAV monétaires, l'assurance vie, les livrets réglementés, etc. Et donc, les business trahissaient leur crédit, y compris à taux fixe, pour les retail. Et de l'autre côté, les dépôts étaient d'une très grande stabilité, mais il n'y avait pas de sujet. Et puis, d'un seul coup, la machine s'inverse complètement. Et dans le cadre de l'inversion de la machine, il y a plusieurs sujets. C'est d'abord à quelle cadence la BCE va réduire son bilan. Alors, ça, je pense que c'est le sujet sur lequel aucun banquier central ne va vous parler, parce que je pense que c'est le sujet sur lequel ils marchent sur des œufs. Parce qu'eux-mêmes, ils ont le même problème que nous. C'est-à-dire, ils découvrent une nouvelle période qui s'ouvre, ça n'a jamais été testé, il n'y a pas de jurisprudence, et c'est sûr que la remontée des taux fait déjà éclater quelques bulles, dont la bulle immobilière,
qui est commercial, mais il y en aura sûrement d'autres. Et pour l'instant, on n'a pas vu la restriction de liquidité centrale. Je vous rappelle que la BCE a démarré son première petite part de quantitative tightening fin juillet 2023. C'est hier. Il faut quand même réduire le bilan d'à peu près 2000 milliards d'euros. Donc, ça devrait quand même avoir un tout petit peu d'impact sur les marchés. Comment, quand, on n'en sait rien. Mais du coup, l'ALM aujourd'hui est redevenu au centre des discussions avec le business. Et ça, je veux insister là-dessus parce que après 15 ans où chacun vivait un peu de son côté, parce qu'en fait, il n'y avait pas de sujet, il n'y avait pas de sujet majeur, les business doivent être intégrés aux décisions d'ALM et vice-versa. Que ce soit sur la collecte des ressources, comme sur la production de crédit. Alors, je vais vous prendre quand même un exemple. Quand vous produisez du crédit immobilier taux fixe, et j'ai l'expert à ma gauche, là, vous avez deux petites contraintes. Contrainte ou réalité. La première, c'est que votre stock de crédit, quand il a été produit à taux bas, n'est jamais renégocié. Les banquiers rêvent évidemment que les clients viennent renégocier leur crédit à la hausse, et ça ne se bouscule pas dans les agences quand même. Alors que tous les stocks de crédit qui sont fabriqués en période de taux d'intérêt élevés vont comporter dans le futur, y compris pour ceux qu'on produit aujourd'hui, une quote-part qui aura vocation à être renégociée. Parce que les meilleurs emprunteurs reviendront négocier leurs taux quand ils baisseront. Donc c'est un facteur d'incertitude. Et puis la deuxième chose qu'il ne faut jamais oublier, c'est que votre stock de ressources se reprice en dehors des ressources à vue automatiquement. Quand l'État dit le taux du livret A passe à 3%, la totalité du stock de livret va être rémunéré à 3%. Votre stock de crédit immobilier, il ne se reprice que sur la production nouvelle. À partir du moment où vous êtes à taux fixe, qui est un modèle différent des banques anglaises, des banques espagnoles, etc. Et donc, le mismatch en période de modification de taux est colossal parce que, vous devez intégrer que sur votre nouvelle production de mortgage, vous aurez de la renégociation à venir très compliquée à quantifier, mais par ailleurs, vos dépôts rémunérés ont été, alors au-delà des phénomènes d'écoulement, de bascule vers les OPCVM monétaires, etc., vous aurez un repricing de la totalité de votre encours de dépôt, ce qui n'est pas le cas de votre encours de prêt. Et par exemple, pour les banques françaises qui étaient des gros distributeurs de livrets A, c'est un risque de taux très compliqué à gérer, parce qu'on est passé de 0,50 à 3%, bien multiplié par 6. Alors que votre stock de crédit immobilier passé, qui avait été fait à 1,25 ou 1,50 à 20 ans, lui, il n'a pas bougé. Il y a que la nouvelle production qui va se faire à 4 ou 4,5. Donc, c'est une gestion extrêmement compliquée, ce qui nécessite, pour préparer la suite, et qui a déjà été préparé chez beaucoup d'établissements depuis 2 ans, à ce que l'ALM et les business aient des conversations fréquentes sur les politiques d'attraction des dépôts et de crédit, parce que de fait, le cœur du sujet est là pour sécuriser quelque part la marge d'intermédiation future. Alors, l'autre constat aussi, c'est que on est très content en tant que banque que les régulateurs s'intéressent beaucoup à nous sur les sujets liquidité. Ils auraient pu s'y prendre un peu plus tôt. Parce que depuis 15 ans, quand même, l'obsession dans le cadre de Basel III ou équivalent, c'est le capital. Et en fait, quand on regarde un peu l'historique des faillites bancaires ou équivalentes, ce qui a provoqué les désastres de 2007, y compris en Angleterre, c'est la liquidité. Alors, c'est un sujet très compliqué. Chaque banque est très différente parce que c'est une question de business model. Et on voit très bien qu'il y a une question aujourd'hui chez les superviseurs d'être un peu plus judgmental et un peu moins modélisateur, quelque part. Parce que les modèles, par construction, sont un peu étriqués. Et du coup, il faut que, quelque part, il y ait du judgmental apporté par les superviseurs avec une connaissance intrinsèque dans chaque banque de la qualité des actifs, la qualité des passifs, la compréhension de ce que fait le management en période de crise, etc. C'est très compliqué. Et je pense que pour eux, c'est d'autant plus compliqué que ça peut être potentiellement contestable.
C'est-à-dire une banque supervisée par X pourra dire oui, mais celui qui supervise mon voisin a été plus souple, etc., etc. Et donc on sent très bien un malaise par rapport à ce sujet-là. Chez étant moi qui fais de la banque depuis très longtemps, je peux vous dire que quand même là, je pense qu'une des forces, par exemple, du système français, c'est que la CPR, historiquement, était très très proche de son système. Le SSN l'est un tout petit peu moins. Hein. Et donc, du coup, on voit très bien que par rapport à ces modèles, il faudrait un peu plus de judgmental. Alors, après, je crois qu'effectivement, les modèles d'ALM, que ça a été très bien dit par mes collègues, sont des modèles très sophistiqués et en même temps, il faut un peu d'esprit critique. C'est-à-dire que les modèles, ça vous donne des signaux, des résultats, etc. D'ailleurs, on a beaucoup de matheux hein, par construction dans les ALM, hein, un peu comme dans les produits de marché, puis à un moment donné, faire un peu de bon sens. Quand on voyait que les taux montent et qu'a priori, ils vont rester relativement élevés pendant longtemps, je veux dire ce qu'est mon sentiment, en tout cas, pas une prédiction, mais au moins un sentiment, bah, vous freinez un peu la distribution de crédit immobilier taux fixe et vous vous assurez que vos dépôts à vue ne filent pas trop vite. Quand même vu des banques cavaler jusqu'à une période récente sur des taux fixes immobiliers à des conditions qui font que quand vous avez fait à des clients du 25 ans à 25, je peux vous dire que celui-là, il vous est très fidèle. En tout cas sur le crédit, pas forcément sur le reste, mais sur le crédit. Alors pourquoi je pense que les taux vont rester assez élevés, en tout cas assez longtemps, c'est que je pense que bon, les banquiers centraux ne sont pas complètement déconnectés, évidemment, de l'environnement, je dirais, géopolitique européen. Je parle de l'Europe. Hein. Si vous laissez les taux élevés longtemps, le risque, c'est un peu l'étouffement de l'économie et la récession. Petite récession. Mais normalement, vous avez plus de chances de gagner votre bataille contre l'inflation. Moi, j'étais au Fonds monétaire international il y a quelques semaines à Marrakech. J'en ai tiré comme conclusion qu'il y a une espèce de débat entre petite récession et on garde les taux élevés, et l'inflation, normalement, va finir par baisser, et où on prend le risque que l'inflation reste un peu plus élevée que prévu plus longtemps, parce qu'on arrête de monter les taux ou qu'on laisse entendre qu'on va les baisser. Et ça, c'est un risque social. C'est que l'inflation, dans tous les pays du monde, elle appauvrit les plus pauvres. Il ne vous a pas échappé qu'on a quand même des petits sujets en France, en Allemagne, enfin, même les Suisses se mettent en grève, ce qui est un truc assez nouveau. L'aéroport de Zurich, Lufthansa est en grève régulièrement. Donc le risque social, moi je vois beaucoup de dirigeants d'entreprises non bancaires qui est devenu avec le risque géopolitique on top of the agenda. Et du coup, je pense que les politiques et du coup les banquiers centraux qui ne sont pas immunisés de ce système, entre un choix de risque social, parce que l'inflation continuera à galoper un peu trop vite, ou un risque de récession, vaut mieux jouer la récession. C'est beaucoup moins grave. Surtout une récession relativement douce. Donc moi, ma conviction, on peut me tromper, hein, je me suis trompé tout le temps dans ma carrière, mais c'est qu'a priori, 2024, on va garder des taux élevés en Europe, mais vraisemblablement aux États-Unis. Il y a des chances non négligeables qu'au la deuxième partie de l'année, la Fed commence à baisser ses taux. Si l'inflation apparaît à Jérôme Powell sous contrôle, la BCE, à mon avis, ne bougera pas avant début 25, et en essayant de s'assurer qu'elle se rapproche durablement au seuil des 2%. Donc je pense que du coup, cette problématique d'ALM, que certaines maisons, ou certains gestionnaires d'actifs, d'ailleurs, ou assureurs, percevaient un peu moins au début 2023, parce que je vous rappelle qu'on parlait encore du fameux pivot. Et le pivot, vu par les marchés, c'était le moment où les banquiers centraux allaient baisser les taux. Et quand vous posiez la question à M. Hirwad Gallo, mon ex-collègue, lui, il voyait le pivot comme le moment où il allait arrêter de le monter. Donc il y a visiblement une petite déconnexion dans le temps, en tout cas, et dans le wording du fameux pivot. Puisque la BCE disait clairement il y aura deux pivots.
Le premier pivot, c'est celui où on arrête de monter les taux, et le deuxième pivot, c'est celui où on va commencer à les baisser. Mais ce n'est pas le même, mais ce ne sera pas en même temps. Et du coup, il faut apprendre à vivre ce qui n'était pas totalement prévu dans les purs il y a un an, avec un niveau de taux plus élevé, mais surtout plus longtemps. Et là, l'impact est beaucoup plus important. Quand vous avez une poussée importante des taux et que ça dure 18 mois, ce qui était, je vous rappelle, la prédiction de la BCE en 2021, 18 mois, vous faites un peu le dos rond, vous en sortez. Quand ça dure presque 4 ans, pas du tout la même chose sur vos impacts d'ALM, sans même parler des coûts des options, etc. etc. Donc, je crois qu'on est dans ce nouveau monde alors, sur lequel il y a un point sur lequel on est tous un peu aveugles, et je dirais surtout les superviseurs, c'est que la régulation bancaire, appelons-la comme ça, a fait en sorte qu'une bonne partie du développement des activités de financement s'est faite hors banque. Donc, il y a 10 ans, le comité de Bâle se penchait, enfin, essayait de se pencher sur le shadow banking. On m'a dit que c'était un gros mot, donc je ne sais plus comment on l'appelle, mais enfin, voilà. Sans aucun résultat. Et ce shadow banking, enfin, c'est le truc des liquides dans une bouteille en plastique. Hein. Quand vous serrez à un endroit, le liquide ne disparaît pas, il va ailleurs. Et là, en l'occurrence, le liquide, il est parti dans la partie non régulée, par construction. C'est-à-dire qu'une grosse partie du développement de la dette, compte tenu des contraintes de capital bancaire, s'est fait à côté. Bon. Et on ne peut pas dire que ce soit la dette la plus liquide, c'est-à-dire que les fonds de dette, par construction, ont acheté plutôt des rendements, donc de la dette plutôt privée, plutôt non-investment grade, donc avec une liquidité très forte, une illiquidité très forte, mais surtout une sensibilité au taux d'intérêt d'autant plus élevée qu'elle est illiquide. Alors, cette partie-là, pour partie, elle s'est releveragée un peu auprès des banques, pour partie, ces fonds de dette, et puis pour partie, elle a des investisseurs. Alors, certains fonds sont fermés à maturité, mais d'autres sont plus ouverts. Vous avez vu quand même l'explosion des fonds d'e-retail, en tout cas ouverts au public, de fonds de dette privée, sur lequel la liquidité reste la liquidité jour ou hebdomadaire. Donc, alors, s'il y a des sorties là, l'impact sur le marché, on ne sait pas. Sur la liquidité bancaire directement, certainement pas beaucoup d'impact, mais indirectement, oui, sur le pricing des actifs. Et moi, je suis quand même assez étonné de voir que les fonds les plus prudents demandent aux banques de leur réserver des marges de liquidité pour la fin de l'année, ce qu'on n'avait pas vu depuis des années, hein, au cas où il y ait des mouvements significatifs sur les fonds et qu'il faille sortir du papier ou faire face à la liquidité de ces fonds. Ça, c'est quand même un signe qui me laisse à penser qu'il y a des gens prudents qui se disent que peut-être il pourrait y avoir un problème de liquidité sur ces produits, d'autant plus quand les produits monétaires finissent par rapporter quasiment autant, alors sans risque et liquidité jour. Parce que c'est le problème. Si vous avez un fonds de high yield monté il y a 2-3 ans qui vous rapporte 6% et assez liquide, que les pricing augmentent et que la valeur de fait de votre fonds de high yield baisse et que de l'autre côté vous avez un money market fund à 5%, bah, vous vous dites je vais aller sur le liquide pas cher et sans risque, quitte à avoir le même rendement. Alors, dernier phénomène qu'il faut avoir en tête, je ne pense pas qu'il y ait de danger absolu à court terme, enfin, il faut quand même le regarder, on ne sait jamais. C'est comme les cuisiniers dans une cuisine, il faut quand même surveiller le truc qui pourrait déborder. Il y a 2 sujets. Il y a d'abord la tentation de certains États de se financer en direct auprès des particuliers. Alors, il y a l'Italie, bien sûr, qui est un abonné au système, mais récemment, il y a la Belgique. La Belgique a lancé un emprunt d'État pour très bien rémunéré pour les particuliers. C'est un parti électoral hein, dans un pays qui a en général du mal à garder un gouvernement plus de 6 mois. Mais enfin, quand même, ils ont pompé 20 milliards de liquidités bancaires en une opération. Puisqu'en fait, ils ont proposé aux gens de sortir des livrets d'épargne ou de la rémunération à vue ou des SCAM monétaires et d'acheter de l'emprunt belge à 2 ans ou à 3 ans. Est assez bien placé pour en parler chez BNP Paribas parce qu'on est propriétaire de la plus grosse banque belge. Hein. Ben, nous, on a vu 6 milliards de dépôts partir.
Bon. Alors, l'ALM du groupe sait gérer ça, etc. Enfin, c'est pas rien dans un pays comme la Belgique, 20 milliards. Vous faites la multiplication en France par rapport, je sais pas, à la taille du BNB du pays. C'est comme si l'État français pompait dans les banques demain un peu plus de 100 milliards, 100 à 120 milliards de dépôts bancaires. Ça aurait forcément des conséquences sur le prix des financements à côté, y compris par exemple le prix des mortgages. Donc c'est quand même un truc qui pour l'instant est un épiphénomène, si je peux dire, mais c'est comme la taxe sur les super profits bancaires, si vous voyez ce que je veux dire. Ça peut donner des idées à des moments où les trésors des pays européens, je mets à part l'Allemagne et les Pays-Bas, vont quand même subir le fait que additionner des déficits budgétaires fait quand même que le volume de dette à placer dans le marché, au-delà du prix, va devenir quand même un tout petit peu plus sportif que dans le passé. Ça, c'est le premier point. Puis alors, le deuxième point, qui est à horizon plus loin, mais qui mérite quand même d'être surveillé, c'était l'euro digital. Alors, il y avait une réunion il n'y a pas très longtemps de 4 présidents de banque à Francfort, avec Christine Lagarde. Et je crois que le président d'une des banques, qui n'est pas français et qui s'est exprimé sur le sujet, disait « Moi, si vous faites un euro digital avec un plafond à 1 000 ou 2 000 euros, je m'en fous. » Enfin, si vous écoutez ce que dit M. Panetta sur le fait qu'il faut laisser la grande liberté à tout ça et que vous faites un euro digital avec un plafond à 50 000 euros, moi, je vais avoir un vrai problème de liquidité parce que mes clients peuvent aller chercher à un moment donné la sécurité contre ma propre signature. Alors, quand les taux sont un peu élevés comme en ce moment, ce risque est faible. Parce que pour l'instant, la BCE n'a pas l'intention de rémunérer l'euro digital, puisqu'elle dit que c'est un substitut au cash. Et on ne rémunère pas le cash encore, enfin, pas les billets. Mais en période où les taux pourraient revenir voisins de zéro, c'est un vrai risque. C'est-à-dire, vous êtes déposant, allez, je vais prendre quelque chose qui ne choquera personne, chez Monte dei Paschi di Siena, et on vous propose un compte à vue à 0% de rendement, et vous pouvez avoir l'euro digital garantie BCE, c'est-à-dire avec le triple A des Allemands, des Autrichiens, des Néerlandais et des Luxembourgeois, vous vous dites, vaut mieux de l'euro digital. Et vous en prenez un max. Et dans ce cas-là, vous êtes sûr que votre Monte dei Paschi di Siena, qui est déjà pas en bon état, il dégage complètement très vite, parce qu'il va perdre ses dépôts. Alors, c'est pas un risque aujourd'hui. Ce n'est pas un risque en période de taux élevés. C'est pas un risque d'abord parce que la BCE n'a pas encore sorti de produit qu'à leur usage. Mais le jour où ça arrive, et si le plafond de dette est élevé et en période de taux très bas, si vous combinez des États un peu endettés qui vont émettre en direct un euro digital qui pomperait les liquidités bancaires, vous pouvez avoir un petit sujet d'ALM qui doit lui aussi être réfléchi à l'avance. Je ne dis pas que ça arrivera, mais la responsabilité des dirigeants de banque, c'est quand même de regarder dans les différents risques lesquels ont des chances de se produire et comment on s'en couvre. Alors, il y a des outils de convertu, alors rien comme le disait Nicolas, je trouve la présentation de Yasuko extrêmement intéressante, mais au-delà de ça, quand les dépôts foutent le camp, vite, pour des raisons un peu exogènes à votre propre situation, il n'y a pas d'outils. C'est-à-dire que soit vous vendez vos portefeuilles de crédit, soit vous les faites porter par quelqu'un d'autre pour éviter de prendre la perte au front, c'est-à-dire vous faites ce que n'a pas fait SBB, et puis au-delà de ça, quand vos dépôts sont descendus en dessous d'un certain seuil et que vos meilleurs crédits et emprunts d'État ont été mis en repo auprès de la Banque centrale, il vous reste des choses non mobilisables, les dépôts qui partent, et dans ce cas-là, vous allez voir votre régulateur, enfin votre banquier central, comme la Banque nationale suisse, et vous leur dites j'ai un problème, et ils vous font dans le week-end une résolution. Ce n'était pas vraiment celle qui avait été écrite, préparée, etc., mais ils feront une résolution. Un peu critiquée par certains, mais bon. Mais voilà. Donc c'est un petit peu ça que je voulais partager avec vous. Donc pas d'inquiétude. Enfin, je crois que les banques françaises sont assez bien gérées. Je crois que la CPR et le SSM supervisent assez bien. On voit quand même une tendance à vouloir tout modéliser. Moi, j'ai une croyance moyenne dans les modèles, c'est-à-dire que ça donne des signes,
enfin 2007, la crise de 2007, elle est quand même liée d'une crise des modèles. Il ne faut quand même pas oublier qu'on a vu quand même des papiers passer de triple A à triple C dans la nuit. Ce qui veut quand même dire qu'a priori, il y avait eu un petit loupé dans la modélisation. Donc, très utile, mais ne soyons pas aveugles. Il faut quand même regarder ce qui se passe tous les jours. Et quand les taux montent, normalement, vous avez des actions sur vos dépôts pour essayer de les attirer ou de contrôler en tout cas l'éventuelle fuite. Et normalement, vous mettez le pied sur le frein de la production de crédit à taux fixe. Sauf à pouvoir pricer d'une façon telle que vous vous dites, n'est-ce pas le cas sur le mortgage français. Donc voilà. Alors, une des solutions, à mon avis, de tout ça, que je fais la publicité, moi, en même temps, pour mes petites actions de lobbying, c'est quand même que Bruxelles écoute un peu, mais pas uniquement d'ailleurs les banques, les assureurs, etc., sur Capital Market Union. Parce que si on savait de façon efficace titriser les mortgages, on réglerait une bonne partie de notre sujet. Puisqu'il y aurait de fait une régulation par le prix de la production des mortgages, parce que si vous titrisez un truc qui est en dessous du prix du marché, vous prenez la perte de France. Donc moi, pour l'Europe bancaire, je suis un fervent défenseur de Capital Market Union, comme vous le savez, sujet un tout petit peu ensablé à Bruxelles quand même. Mais pour une autre raison, c'est que je pense que ça apporterait au marché une rigueur, entre autres dans la production de crédit immobilier, que de fait, ceux qui auraient produit en dessous du prix de la titrise, ils perdraient de l'argent quand ils le vendraient. Donc ça serait une sorte d'autorégulation des prix de marché. Bon, mais ça, je ne crois pas, malheureusement, que ça nous donnera beaucoup d'oxygène pour 2024-2025. Je ne suis pas le spécialiste de CMU, mais c'est un peu laborieux à Bruxelles. Il faut toucher à la réglementation bancaire, à la réglementation des marchés et à la réglementation des assureurs. Bruxelles s'était plutôt passionné à la titrisation des crédits aux PME avec l'idée de réformer le droit des faillites européens, qui est quand même un truc pour nos arrière-petits-enfants. On peut avoir conscience de toucher au droit des faillites des parlements nationaux à 27, imaginez le parcours du combattant. Donc nous, on trouvait quand même que titriser les mortgages, c'était plus intelligent, et surtout avec une mécanique qui, sans aller jusqu'au système américain de Fannie et Freddie, pourrait être une agence qui donnerait une sorte de validation sur ce qui est conforming et non-conforming mortgage, qui permettrait du coup d'accélérer l'accès au marché. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Donc, pas d'inquiétude, mais keep your eyes open, comme on dit. Vous savez. Keep your eyes open and keep your seat belt fastened. C'est un conseil et dans les avions et dans la banque. Ça peut toujours être utile. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup pour cette analyse complète. Ça fait bien les propos un peu plus techniques qui ont été tenus en début de réunion. Et on a une petite vingtaine de minutes pour des questions à nos intervenants. J'en ai une première en ligne. Il vient de Jean-Bernard Camp, qui est à la fois le président et membre du conseil d'administration de l'AFGAN. Il est clair qu'augmenter la part variable des actifs à taux variable réduit le risque de taux des banques, mais cela conduit à transférer le risque de taux des banques vers les particuliers ou essentiels. Ces derniers ne sont pas équipés pour le gérer. Comment apprécier au plan macroéconomique la bonne répartition de ce risque entre les banques et le reste de l'économie? C'est très compliqué. Ce qui est sûr, c'est que je crois que quand les banques françaises, entre autres, enfin les banques de pays à crédit immobilier à taux fixe, parlent au marché des investisseurs par rapport, disons, aux banques anglaises, on met en général en évidence deux choses. C'est qu'on bénéficie plus lentement que les autres des repricing de portefeuille, puisqu'en fait, on bénéficie de l'augmentation des taux que sur la nouvelle production. Mais en général, 2-3 ans plus tard, dans le taux de défaut des mortgages, ceux qui avaient un gros stock de crédit à taux fixe ont des taux de défaut beaucoup moins importants
que les banques qui ont fait du crédit à taux variable, parce qu'évidemment, quand le mortgage anglais est à 6,5 ou à 7%, pour certains clients, c'est assez pénible quand même, hein, y compris la capacité de remboursement. Donc, il est clair, par rapport à la question de notre interlocuteur, que le crédit à taux fixe, quelque part, protège une partie de la population des variations de taux. Alors après, le mesurer macroéconomiquement, alors moi je ne suis pas en économie, donc je suis incapable de faire ça, mais c'est vrai que si on poussait plus loin, on pourrait utiliser cet argument, ça serait une bonne idée que les pouvoirs publics utilisent cet élément-là comme un marketing positif des banques. Ça nous changerait. Plutôt que de nous taper dessus, ce sera peut-être l'occasion une fois de temps en temps de dire que les banques contribuent quelque part à la solvabilisation des ménages. Ce qui est sûr, c'est que moi je pense que sur le taux fixe, on loupait une occasion, quand les taux étaient très bas, de remplacer une partie des systèmes locatifs, des habitations peu chères, en faisant de l'accession à la propriété garantie par l'État. Est-ce que plutôt, ça, c'est une discussion que j'avais eue avec des gens à Bercy, quand il y a eu des réflexions sur le problème des retraites, on a regardé les retraites par le côté revenu, ce qui était assez logique des retraités. On aurait pu le regarder par le côté dépenses, ça c'est mon côté épicier. Moi j'avais dit, pour un retraité qui a 1 200 € de retraite par mois, le plus gros problème c'est le loyer, qui même dans un HLM va lui coûter 5 à 600 €, c'est-à-dire la moitié de son revenu. Si on en fait un propriétaire au bout de 25 ou de 30 ans, ou de 35 ans, on lui économise le loyer, ce qui est considérable, puisqu'on lui économise la moitié de son revenu de retraite. Moi, j'avais dit, il y a des gens qui m'avaient interrogé sur le sujet. Moi, si j'étais vous, mais ça, c'était un peu agressif, je supprimerais les sociétés d'HLM en France. Je ferais un énorme emprunt d'État à 0,75 à 30 ans, et je rendrais tout le monde propriétaire. Alors, on m'avait dit, mais il y a 2 obstacles. Il y en a qui ne paieront pas leur crédit. J'ai dit, à mon avis, ceux-là, ils ne payent pas leur loyer. Donc, là, j'ai pas grand-chose. Mais ce n'était pas le plus gros obstacle. Le plus gros obstacle, c'est qu'est-ce qu'on fait des sociétés d'HLM. Et bon, si les maires ont un peu moins de moyens de bricoler, peut-être pas mal pour la vie sociale du pays. Ça fera des économies. En plus, c'est peut-être un peu plus transparent, avec en plus la conviction que les gens qui seront propriétaires dans les HLM s'occuperont beaucoup plus de l'environnement que ceux qui sont locataires et qui, quelque part, sont... Bon, voilà. Je trouve qu'on a loupé une fenêtre pour la France. Parce qu'au taux d'intérêt de l'époque, on plaçait ça comme des petits pains, on faisait vivre l'équivalent d'un crédit foncier bis. Tous les locataires devenaient propriétaires à bail avec un crédit à 35 ans, et puis on avait réglé pas tout le sujet des retraites, mais une partie non négligeable du problème des retraites. Il faut attendre que les taux rebaissent. Oui, non, je veux juste rebondir sur ce que disait Alain, effectivement, par la protection que confèrent les crédits à taux fixe, et donc la bonne prise en compte aussi en termes de solvabilité, hein, du faible risque de ces crédits, et voilà, la réglementation avec CRR3, enfin, le problème lié à la haute floor qui fait que, bon, on peut considérer que la pondération de ces crédits à taux fixe n'est pas forcément très, très juste au regard de la stabilité, de la protection que ce financement à taux fixe accorde à l'emprunteur. En fait, le système français est top. C'est taux fixe quand ils sont bas et taux fixe variable quand ils sont élevés, puisqu'on accepte la renégociation. D'où l'intérêt, d'ailleurs, quand on fait des taux fixes un peu élevés comme en ce moment, d'avoir quand même des pénalités de remboursement anticipées. Vraiment, le risque, c'est que tout le portefeuille, quelles que soient les durations, soit refinancé le moment venu. Ce qui, pour un ALM, est un vrai sujet de gestion et de prévision. C'est très compliqué. On dit un système français très protecteur. Ah, mais unique. Je crois qu'il est unique. Est-ce que cette évolution de taux peut amener certains pays, autres pays, par exemple l'Espagne, qui est basée sur le taux variable, à changer un peu son modèle? Moi, je l'ai entendu dire, mais vous êtes sûrement plus... Je crois que le Portugal est en train de regarder. Après, je pense, alors je ne suis pas du tout une spécialiste des banques espagnoles, mais
le prêt immobilier, il y a quelque chose de culturel quand même. Bien sûr. On ne change pas du jour au lendemain. Quelqu'un qui est, un pays où les gens sont habitués à emprunter à taux fixe, ne pas ça brutalement au taux variable. Alors, il y a des pays où il y a les deux. Et en fonction du niveau de taux, ça switch de l'un à l'autre. Par exemple, le Luxembourg. Mais par exemple, la Belgique est à taux fixe. Oui, la Belgique. La Belgique est à taux fixe et pour le résultat d'intérêt, elles s'en sortent mieux, je pense, que les banques françaises, parce qu'elles ont beaucoup couvert. Elles couvrent beaucoup plus. Ils ont beaucoup couvert et par ailleurs, ils ont il y a des volumes de dépôts rapportés au financement en Belgique qui est très important. Parce qu'en fait, à la différence de la France ou du Luxembourg, la Belgique est un pays où les prix de l'immobilier, on peut bouger. Donc, quand on regarde, par exemple, trois capitales, c'est assez intéressant. Hein. Luxembourg, ville, pas le centre de l'Europe au point de vue de l'attractivité, tout aussi cher que Paris. Alors que Bruxelles est moitié moins cher que Paris. Et ça, c'est vrai depuis 15 ans. Donc, en fait, on voit que l'inflation des prix de l'immobilier n'a pas été la même dans les différents pays, pour des raisons diverses et variées, de disponibilité foncière, etc. Ça a un gros impact aussi sur les ALM, parce que si les prix de l'immobilier évoluent peu, d'une certaine façon, votre stock n'est pas, enfin, le stock et la production n'est pas inflaté par les prix du sous-jacent. Alors qu'en France et au Luxembourg, ça a été quand même très inflaté par le sous-jacent, le Luxembourg étant le pompon. Hein. Bien voir qu'en 3 ans, l'immobilier à Luxembourg a augmenté de presque 50%. Donc là, si vous n'étiez pas à taux fixe, là, la désolvabilisation des clients serait colossale. Il y a quand même un phénomène entre le prix et la solvabilité. On commence à voir ici. Oui, j'ai une question, en fait, deux questions en fait, Nicolas. La première, d'après vous, est-ce que vous avez évoqué la qualité d'information financière des banques de la de taux? Est-ce que vous estimez que quand vous regardez le bilan des rapports annuels des banques, vous avez une bonne idée de taux dans les banking books quand vous lisez les rapports? C'est ma première question. Et la deuxième question, c'est que l'Europe s'est écartée du standard valois en rajoutant un indicateur. Est-ce que c'était une bonne décision? Alors, je ne sais pas si j'ai pas fait beaucoup de benchmarks sur le risque sur les disclosures en termes de risque de taux des banques. Donc je ne sais pas, trop quoi vous dire là-dessus. Chez les PCE, par exemple, si je lis le rapport de l'EPCE, est-ce que je vois une bonne idée de risque de taux chez les PCE en lisant votre rapport annuel? Et disons que c'est vrai que quand une banque a un modèle peut-être plus simple à lire, enfin, drivé par la banque de l'État et tout, vous pouvez peut-être avoir effectivement des indications, mais il y a certainement des améliorations à faire sur ce sujet-là. J'ai vu que l'AMF, dans ses recommandations là, pour 2023, qu'elle a pour la place pointe quelques points, notamment sur la modélisation des dépôts et l'impact des taux sur les dépôts. Donc, certainement des points à préciser. C'est toujours très, très difficile de faire le partage entre ce qu'il faut discloser et ce qui. Et oui, le fait qu'on ait rajouté un indicateur, je pense que c'était une bonne chose. Oui. Une question. On a eu un séminaire il y a quelques années ici sur la mise en cohérence du capitaux prudentiel par rapport au capital comptable, par rapport à IRS 39, en disant qu'il y avait une contradiction dans la quantification des capitaux propres. Que donc, ça devait créer un problème pour le directeur financier qui, à un moment donné, devait arbitrer en fonction de 2 systèmes d'information qui lui donnaient des résultats contradictoires. Alors, comme vous avez mentionné le fait qu'il fallait regarder un petit peu avec l'ISB tout ça, où est-ce qu'on en est sur cette contradiction? Comment on a réussi à gérer ça? Disons, c'est vrai que la compta, ça reste quand même le socle du calcul prudentiel. Après, il y a un certain nombre
un certain nombre de filtres prudentiels qui ont été mis en place, notamment pour la comptabilité de couverture. Pour des cash flows futurs, ça vient alimenter vos capitaux propres IFRS, mais c'est filtré prudentiellement. Donc c'est vrai qu'à chaque fois, il faut qu'il y ait un dialogue. Enfin, il n'y a pas de déconnexion, contrairement à Solvabilité 2, où vous êtes effectivement, il y a une très forte déconnexion entre le comptable et le prudentiel, même si avec IFRS 17, on s'est un peu rapproché l'un de l'autre, mais il n'y a pas de déconnexion, mais donc il faut qu'il y ait un dialogue très. Et c'est pour ça que c'est ce que disait Delphine. Disons qu'il y a certains sujets qu'elle suit plus particulièrement, parce que chaque fois qu'il y a un changement comptable, il faut qu'on s'assure et on mesure les points, enfin les enjeux prudentiels liés. Mais parfois il y a des filtres qui sont justifiés, notamment sur ces jets de compta de couverture. Là, il y a toute une réflexion sur la distinction entre dette et capitaux propres, notamment le traitement des options de vente accordées aux minoritaires, notamment. Donc, c'est vrai quand on traite les sujets, le directeur financier, il faut vraiment qu'il parle 2 ou 3 langues. Hein. Donc, les IFRS, le prudentiel, mais aussi le French Gap, parce que c'est par rapport au French Gap que les dividendes sont distribués, que les impôts sont calculés, bien sûr. Donc, voilà, ce ne sera jamais, je pense, complètement réconcilié du fait des. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'IS-Board est plus à l'écoute qu'à une époque. Enfin, je ne sais pas. Donc, voilà, peut-être moins de. Il y a plus d'écoute sur ces sujets et une plus grande collaboration entre les régulateurs prudentiels et comptables. Il y a une époque où c'est vrai qu'à une certaine époque, le président de l'IS-Board, qui était très charismatique, qui était Sir David Tweedy, était vraiment en faveur d'une déconnexion complète entre le comptable et le prudentiel, ce qui n'est plus le cas. Il y a un sujet qu'on n'a pas abordé ici, je pense que c'était beaucoup trop long et un peu hors scope à propos du sujet ALM, c'est qu'aujourd'hui, on s'est concentré sur un ALM euro de banque euro. Bien évidemment, le sujet pour les ALM de groupes internationaux est beaucoup plus compliqué que ça, hein, puisqu'en fait, on a une traduction en euros d'un ALM mondial avec des besoins de liquidité dans différentes devises et avec des mismatchs à l'intérieur d'une devise qui ne sont pas du tout forcément le reflet du mismatch global. Pour prendre un exemple, chez BNP Paribas, la banque d'investissement a un très gros book dollar d'actifs, un book dollar plus petit de dépôt et une contrainte particulière pour les grandes maisons qui est que la Fed n'accepte pas volontiers, je peux le dire comme ça, que vous financiez vos actifs en dollars hors des États-Unis avec les discount windows de la Fed aux US. Donc vous gérez un double ALM dollar. Vous gérez l'ALM dollar de vos activités aux US, bookées aux US, sur lequel la Fed window vous est ouverte, et vous gérez un ALM dollar pour tous vos actifs dollars hors des US, donc vos crédits à Hong Kong, vos financements de projets européens, etc., que vous devez financer avec des dépôts dollars hors des US, et où le shortfall avec de l'euro soit payé. Puisque avant, la Fed était plus libre sur ce sujet, et puis quand elle s'est aperçue qu'au moment de la crise de l'euro, les premières banques qui tiraient sur la Fed Windows, c'était Crédit Suisse, UBS en numéro 2, puis Deutsche Bank, puis Barclays. Ils se sont dit, c'est quand même un peu bizarre. C'est les étrangers qui viennent nous piquer notre argent. Quand on gère la monnaie du monde, c'est pas complètement anormal. Et donc, ils ont mis des normes qui fait qu'on gère un double ALM dollar à l'intérieur d'un ALM euro si on a son siège en Europe. C'est quand même compliqué. Puis vous avez là-dedans un ALM sterling, un ALM franc suisse, enfin surtout y compris les devises émergentes. Et tout ça, ça doit matcher et sécuriser de niveau élevé. Donc au-delà des swaps de taux et de tous les instruments de couverture que mes collègues évoquaient, il y a toute la partie gestion de la devise et des ALM devises. Pour les plus grosses maisons, c'est beaucoup de travail quand même. C'est compliqué. J'ai fait une toute petite question sur Alain Pacas. La titrisation des crédits habitat est évidemment un enjeu central. Est-ce que ça veut dire qu'il faut aussi passer au système américain du CICL sur les provisions pour reconnaître les provisions internes et pas forcément les provisions à an
sur des crédits simples. Et deuxième question, quel est le détenteur idéal à ce moment-là des crédits qui seraient titrisés? Les compagnies d'assurance, est-ce qu'elles ont la surface pour ça, ou est-ce que ça veut dire que comme aux États-Unis, alors pour d'autres raisons, pour des raisons réglementaires, finalement les banques ne sont plus du tout les porteurs du crédit habitat, elles sont 20% des crédits habitat dans leur bilan. Moi, je crois que, alors, sur la première question, je ne suis pas sûr que ça réglerait le sujet. Sur la deuxième question, je pense que, enfin, faut pas oublier que le marché des mortgage-backed securities aux États-Unis est plus important que le marché des emprunts d'État. Et ça s'est fait sur 80 ans. Donc, à mon avis, on en est très très loin. Enfin, nous, on a un marché de la titrisation des mortgages qui est naissant. Je pense que par ailleurs, une bonne partie de banques type Landesbanken, caisse régionale, mutualistes françaises sont contre la titrisation parce qu'elles préfèrent garder dans leur bilan ces actifs-là. La titrisation, ce n'est pas une obligation. Ce n'est jamais qu'une capacité pour des banques à gérer pas uniquement leur ALM, mais également leurs fonds propres, quelque part. Et moi, je pense qu'avec l'arrivée de Bâle 3, version 2, là, la version 2025, qui n'est quand même pas uniquement un petit coup de peinture sur la façade, la titrisation serait indispensable parce que moi j'ai partagé, enfin au titre d'Europlace, les chiffres avec la FBE et la FBF sur les besoins de financement de l'économie, horizon, je dirais, 2026-2030, par rapport à ce qui a été vu dans les papiers de Bâle. On peut se dire qu'il y a 3 chiffres à retenir. À un moment où Bâle a été négocié pour l'Europe, volume des crédits distribués 500 milliards, et on disait la version Bâle 3 2025 avec le FRTB, etc., ça enlèvera une capacité de financement de l'ordre de 5 à 7%. Donc un petit 5 milliards que Capital Market Union devait compenser. Et là, on était bien. Bon. Manque de chance, Capital Market Union n'a pas vraiment démarré. Heureusement, les fonds propres se sont renforcés, donc on peut se dire que les 30 milliards, les banques arriveront à les faire. Sauf que depuis 2011, il y a 2 choses nouvelles qui sont arrivées, qui n'étaient pas du tout dans les purs, qui étaient que le financement de la transition énergétique, et là je prends les chiffres de la Commission européenne, donc je suis propre sur moi quelque part, c'est 300 milliards de besoins de crédit par an, et la transition digitale de Thierry Breton, c'est 100 milliards. Donc, on est en face d'une problématique post-Bâle 3. L'Europe bancaire va être capable de financer un petit 500 milliards des 800 à 900 milliards de besoins. Et alors, je ne dis pas que la titrisation est la solution, mais elle est un bout de la solution. Et si on ne l'a pas, moi, je veux dire, je suis assez déçu de voir qu'on n'a pas été très capable de mobiliser les corporates, mais quand les pouvoirs publics me disent les banques sont encore en train de se plaindre, je dis mais pas du tout. S'il y a raréfaction du crédit, on va vivre beaucoup mieux. C'est les corporates qui devraient être inquiets, surtout celui qui, pour des raisons sectorielles, fait des boulons dans la Creuse et n'est pas encore en transition énergétique. Lui, il ne va pas être déçu, et sur le prix et sur la capacité à accéder au crédit. Donc, je pense qu'il y a un véritable enjeu pour l'Europe. On essaye d'alerter les pouvoirs publics. C'est un peu tard tout ça, parce que le 3, ça se met en place dans un an. Il faudrait quand même refaire un arrêt sur image, re-regarder ce qui s'est passé, entre autres ces nouveaux besoins. Et il y a une partie qui justifierait que le 3 soit peut-être un peu plus souple, et que les assureurs, surtout, pour rejoindre ce que vous disiez, puissent acheter un peu plus de papier. Mais là, on sent très bien que chez les politiques, il y a un débat compliqué, je veux dire, ils sont presque en conflit d'intérêts. C'est que si les assureurs peuvent acheter un peu plus de papier titrisé, ils risquent d'acheter un peu moins d'emprunts d'État. Voilà. Et donc, là, je sens dans les débats de place que c'est pas vu, pas pris. On ne peut pas dire que tout le monde est tout mis sur la table. Bon. Donc, on a un vrai sujet. Ouais. Voilà. Du coup, on arrive au bout de l'exercice. Finalement, à 3, on avait besoin du régulateur ou du régulateur, on avait besoin de l'analyste, on avait besoin du technicien à la fois LM et comptable, et du stratège. Merci beaucoup. On s'aperçoit que ça a toujours été un solution centrale à LM, alors par ces temps-ci, leur comité de direction de banque et des débats à la fois stratégiques et tactiques qui
savoir. En tout cas, on n'a pas étudié le sujet, mais en tout cas, merci infiniment pour ça. Michel. Merci à tous.